Bienvenue sur mon podcast Balance ton héroïne. Je suis Géraldine Jakowski et j'ai créé cette émission pour mettre en lumière les héroïnes de l'ombre. Ces héroïnes des temps modernes qui agissent chaque jour au sein d'une association, d'une ONG ou qui ont développé leur projet entrepreneurial en faveur des droits humains, droits des femmes, de l'inclusion, la diversité, du handicap. Je suis en quelque sorte le porte-voix des actions qui contribuent à résorber les maux de notre société sur des thématiques sociales ou environnementales. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous ou notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça compte pour moi, c'est la reconnaissance de mon travail. Partagez-le aussi autour de vous ou au sein de vos réseaux, afin que mes messages résonnent plus fort. Et puis, pour le soutenir financièrement, vous pouvez aller voir le compte Balance ton héroïne sur Tipeee, dont je vous mets le lien en ressources. Lucille Pédevin, bonjour et bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille ? Alors, il se prononce en réalité Peytavin. C'est un nom qui est lozérien. Voilà, donc on prononce le Y et la plupart des gens qui ont ce nom de famille viennent effectivement de la Lozère, tout comme moi. D'accord. Et donc, vous y avez vécu jusqu'à quel âge en Lozère ? Eh bien, jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis partie à Lyon faire mes études d'histoire. Et puis maintenant, il y a quelques années que je vis à Paris. Quelle est la genèse de ce rapport ou de ce mémoire dont est sorti le livre, dont est né le livre Le coup de la vérité ? Alors, c'est peut-être la question la plus difficile finalement, comment m'est venue cette idée? Alors moi, c'est vrai que ça fait très longtemps que je travaille sur la question de la place des femmes dans la société. J'ai fait ma thèse d'histoire sur les femmes dans l'artisanat et le commerce au 19e et au 20e siècle en milieu rural, notamment parce que ma grand-mère maternelle était elle-même commerçante et artisane. Et c'est vrai que cette envie de faire progresser les droits des femmes je crois, a toujours fait partie de moi. Je crois que j'ai toujours senti que lorsque j'étais petite fille, eh bien, j'avais pas tout à fait les mêmes chances, ou je me sentais pas très bien dans mon corps, mais je savais pas pourquoi. Donc, ça a toujours été là. Et effectivement, c'est en faisant toutes ces études, en creusant le sujet, notamment en raison du fait qu'un jour, je suis tombée sur la statistique de la population carcérale masculine, qui représente 96,3% du total. Et je crois que quand j'ai découvert ça, alors déjà, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, mais comment il est possible que je sois pas au courant? Comment il est possible qu'on n'en parle pas? Et puis c'est vrai que quand on parle des violences, on parle des femmes qui subissent les violences, on va parler des conjoints violents, mais jamais de la violence des hommes de façon systémique. Et je dois dire que tout est parti effectivement de cette statistique, et à partir de là, j'ai plus tout à fait vu effectivement les comportements des hommes de la même façon. Par exemple, dans la rue, d'un coup, il m'a sauté aux yeux, eh bien que les dégradations, bien souvent le bruit, les incivilités, enfin tout ça venait en grande majorité des hommes. Et que donc, si on ne se questionnait pas là-dessus, on passait à côté de la véritable cause de ces comportements, et donc on ne les déconstruisait pas. Donc je me suis dit que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire là sur le sujet. Et puis la question du coût s'est presque imposée à moi. Voilà, quand j'ai pensé aux conséquences, j'ai pensé au coût, et je me suis dit que c'était un très bon angle euh, pour aborder la masculinité toxique, que ça n'avait jamais été fait, et que ça permettait de quantifier et de rendre objectifs les comportements virils et asociaux. Mais vous en étiez où à ce moment de votre vie quand vous vous êtes dit, allez, c'est comme si c'était une mission pour moi, mais en tout cas, je façonner un rapport qui va mettre en avant ces données et le rendre public.
Eh bien, j'étais en train de rédiger ma thèse. J'arrivais, je pense, à la fin de ma thèse. Et c'est vrai, vous avez raison, vous parlez de mission, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu l'idée, elle ne m'a plus quittée. Et il y avait une urgence, une évidence pour moi à faire ce travail. Je me disais, mais il faut que ça se sache, il faut qu'on en parle. Il faut... Enfin voilà, c'était vraiment il faut. Il fallait que ça sorte en fait. Et donc j'ai terminé ma thèse, j'ai passé mon doctorat et c'était tellement une évidence que quelques semaines après, j'étais en vacances et je me suis lancée dans l'écriture. Voilà, donc c'est vrai que comment dire, une thèse d'histoire, c'est conséquent. Mais c'était tellement une évidence que ça ne m'a pas arrêtée et que je me suis remise à écrire et de nouveau sur un nouveau projet. Voilà, il y avait urgence pour moi presque. D'accord. Est-ce que vous aviez compilé, durant vos études et durant votre mémoire d'histoire, des informations pour sourcer le livre La virilité ou alors ça a été un travail, vous êtes repartis à zéro? Qu'est-ce qui s'est passé à ce Alors, je n'avais pas compilé de données sur les taux de responsabilité des hommes, des femmes par type d'infraction dans la société. Je n'avais pas compilé de données sur les budgets. Par contre, la première partie de mon livre, qui est celle de la déconstruction des mythes, donc laquelle j'explique qu'il n'y a rien dans la biologie, dans la physiologie des hommes qui les poussera à adopter ces comportements, que c'est l'éducation à la virilité qu'on leur transmet, voilà, qui les pousse à avoir des comportements de dominants. Tout ça, dans ma tête, c'était très clair. Je m'étais beaucoup documentée. C'était un sujet qui me passionnait. Voilà, les premières fois, je me souviens quand j'ai entendu la première conférence pour moi de Catherine Vidal qui expliquait que hommes et femmes, nous n'avions pas de cerveau différents, que nous avions les mêmes capacités, que voilà, qu'il n'y a rien d'essentialiste ou de biologique, voilà, dans les différences entre les hommes et les femmes. Tout ça pour moi, ça avait été des révélations et j'avais beaucoup creusé la question. Donc finalement, l'écriture comme ça de la déconstruction de ces mythes et aller de soi. Pour moi, ça a été simple, ça a été le plus simple à rédiger. Après, effectivement, la partie calcul a été la plus compliquée. Alors parce que déjà effectivement je n'avais pas collecté de données auparavant, mais aussi parce que et ça c'est un des résultats et un des questionnements du livre, il faut savoir que finalement il y a un véritable point aveugle sur cette question, c'est-à-dire que dans les études qui sont faites par les ministères de la Justice, de l'Intérieur, qui produisent des études sur la violence, la délinquance, la criminalité, jamais ou presque jamais il n'est dit que ce sont les hommes, dans l'immense majorité des cas, qui commettent ces méfaits. Et donc, finalement, le premier critère qui va définir et qui définit le profil des délinquants et des criminels n'est pas pris en compte. Donc, ça a été compliqué de trouver ces statistiques. Donc, ça a été presque le plus gros travail, j'ai envie de dire. Quand dans votre entourage, vous avez parlé des travaux que vous meniez et de ce que vous êtes et du projet que vous portiez, quels ont été les feedbacks ou les réactions? Euh, alors, sans vraiment de surprise, j'ai envie de dire que bon, il n'y a pas eu beaucoup de comment dire de résistance parce que voilà, moi ça fait très longtemps que je suis féministe et je pense qu'au bout d'un moment on sensibilise forcément son entourage. Mais les quelques résistances qu'il y a pu avoir sont venues de la part de quelques hommes, effectivement. Mais dans l'ensemble, ça a été très positif et je pense que l'idée, elle est finalement tellement évidente. Comme pour moi, je pense que elle s'est quelque part imposée aux personnes à qui j'expliquais mon projet et tout de suite, j'ai été soutenue et encouragée par mon entourage proche. C'est important en fait, moi ce que je sens là, c'est que en fait, il faut que les personnes à qui vous présentiez votre projet ou même aujourd'hui les personnes qui verront votre livre en librairie, Le Coup de la virilité, puissent comprendre qu'en fait, au fond, c'est pas l'intention de taper sur la tête des hommes, mais c'est de mettre euh, en en lumière, on va dire, des données et un historique par rapport justement à cette éducation à la virilité.
J'ai l'impression aussi que dans notre société, quand on fait des travaux de recherche, parce que c'est un véritable travail que vous avez accompli là, et puis c'est un véritable travail, et on le verra au fur et à mesure de l'interview, mais aujourd'hui, en fait, vous êtes consulté par rapport à ce travail, par rapport à vos travaux, par rapport aux données que vous avez compilées dans... Comment euh, faire face à la compréhension superficielle d'un titre de livre lorsqu'on est face à un public? Alors, la première chose que je fais quand je sens que quand je vois que je suis face à un public qui est peu sensibilisé sur ces questions, j'explique toujours que, et notamment quand il y a beaucoup d'hommes, j'explique toujours que je ne suis pas là pour m'en prendre aux hommes, mais que je parle de virilité. C'est-à-dire que je parle d'éducation, de la façon dont on éduque les garçons et avec quelles valeurs. Et donc, je parle de construction sociale. Donc, la virilité ne veut pas dire homme. Voilà, ça c'est la première chose que je dis parce que c'est vrai que bien souvent les hommes se sentent attaqués par ce sujet, mais parce que je pense que la virilité, alors parfois parce qu'il y a une incompréhension claire du sujet, voilà, c'est juste on a vu le titre et on n'a pas cherché à voir ce qu'il y avait derrière, mais aussi parfois parce que quand on parle de la virilité, je pense que je touche véritablement aux valeurs qui construisent l'identité masculine. Et donc c'est pour ça que certains hommes peuvent se sentir attaqués, que c'est compliqué de d'accepter, de déconstruire. Mais effectivement, quand je leur explique qu'ils en sont aussi, qu'ils en payent aussi un prix, parce que toujours vouloir être fort physiquement, moralement, c'est un coût pour les hommes, notamment sur la question des prises de risques, par exemple, et qu'on est toutes et tous perdants à cette éducation, voilà, qui a des conséquences financières, humaines, qui sont absolument colossales pour la société. Et ben finalement, ok, ils comprennent que ce n'est pas contre eux, que voilà, on parle de schémas éducatifs. Et puis je pense aussi que d'aborder cette question sous l'angle statistique, sous l'angle économique, alors déjà c'est quelque chose qui n'avait pas été fait jusque-là, et c'est aussi quelque chose qui à la fois parle aux hommes parce qu'ils sont éduqués à être voilà plus à l'aise avec les chiffres, avec l'économie, on va un peu je vais sur leur territoire, et puis parce que bah du coup les chiffres ça rend très objectif en fait tous ces comportements et cette pensée qui est bien souvent pour la dénigrer appelée une idéologie féministe ou que sais-je. Là, tout ce que je dis est sourcé, je ne m'appuie que sur des statistiques et des chiffres et ma méthode de calcul, je l'explique pas à pas et je vois que ça fonctionne et que ça permet une prise de conscience quand même. Donc, je pense que c'est quand même un outil très performant pour justement faire prendre conscience en tout cas de l'importance de déconstruire cette éducation. Vu ce que vous venez de nous dire, c'est aussi de la reconnaissance par rapport à quels ont reçu, soit alors que vous compiliez les informations, soit aussi. Alors, pendant mon travail d'écriture, je dois dire que le premier soutien, mais c'est le soutien global, c'est celui de mon compagnon, voilà, qui est un homme hein, et qui m'a beaucoup encouragée et qui m'encourage tous les jours et qui me soutient. Et puis aussi quand j'ai travaillé sur les statistiques et notamment sur la formule, j'ai un ami qui est astrophysicien et statisticien qui, voilà, parce que je savais effectivement que je n'avais pas droit à l'erreur et c'est pour ça que tout est sourcé dans mon livre et que la méthodologie et la méthode de calcul est expliquée pas à pas. Voilà, que j'ai fait un travail d'écriture de la formule avec lui, qu'on a vérifié qu'il n'y ait pas de biais statistique. Voilà, donc j'ai été quand même très entourée. Et puis à la sortie du livre, alors c'est sûr que je l'aurais pas écrit si je pensais pas qu'il allait avoir un retentissement, mais je pense que ça a été un soutien. Enfin moi je le vois comme de façon un peu globale, c'est-à-dire tous les journalistes qui en
Aujourd'hui, voilà, je suis invitée dans à donner beaucoup de conférences pour des entreprises, des métropoles, des lycées, enfin peu importe, des organismes féministes. Et je vois en fait toutes les personnes qui m'invitent et à quel point elles sont enthousiastes et à quel point elles me disent que voilà, ce livre permet vraiment un changement des mentalités. Bah, c'est toutes ces personnes-là, j'ai envie de dire, qui sont un réseau comme ça de soutien autour de moi. Et puis j'ai quand même fait des super rencontres, notamment celle de Ginevra Bersani, alors à l'époque, quand mon livre est sorti, elle était élève à Sciences Po en finance, et c'est une féministe qui a sa langue maternelle est l'italien, et elle avait parlé donc de mon livre sur une radio italienne, et elle m'avait envoyé la vidéo. Et c'est vrai que j'avais été tout de suite subjuguée par cette fille, voilà, très très solaire. Bon, je dis très solaire, brillante. Et on a commencé à parler un petit peu sur LinkedIn. Et ensuite, elle m'avait envoyé un mail en me disant on change le monde, point d'interrogation. Voilà. Et finalement, eh bien, elle a traduit et adapté le livre en italien, donc Il costo della virilità. Je ne pourrais pas en dire plus dans cette D'accord. langue, et qui a été publié, donc est sorti le mois dernier. Eh bien, quel allié. Tout à fait. Ouais, ouais. Alors, c'est intéressant ça, s'il sort dans d'autres pays. Vos statistiques étaient purement et simplement français, enfin, ils provenaient du territoire national, ou alors vous aviez fait un pas international. Comment on peut le diffuser dans d'autres rapports aux statistiques et vos données? Ouais, alors moi le calcul, c'est-à-dire les chiffres sur lesquels je me suis basée pour faire le calcul sont des chiffres pour la France, donc c'est le coût pour la France de la virilité. Après, effectivement, dans mon livre, je me pose la question, est-ce que c'est comme ça tout autour du monde? Et je me suis basée pour y répondre sur les chiffres de la population carcérale, parce qu'on a des chiffres sur les taux de population carcérale dans le monde par sexe. Et effectivement, je me suis aperçue, sans surprise, que la population carcérale féminine la plus élevée au monde était celle de Hong Kong et ne représentait que 20% du total. Donc effectivement, les conséquences financières, humaines de la virilité, elles sont les mêmes dans tous les pays. Donc c'est un travail qui peut être fait dans tous les pays. Effectivement, Ginevra Bersani l'a fait pour l'Italie. Il y a un groupe d'étudiants en économie rattachés à l'université de Lausanne qui est en train de faire le travail pour la Suisse. Et moi, j'ai pour projet avec Ginevra Bersani de le porter un peu plus à l'international, au niveau européen. Donc, c'est tout à fait Enfin, quand je vois les retombées et l'outil que c'est pour la France aujourd'hui, pour l'Italie, voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, est d'utilité à le faire pour tous les pays et peut-être à commencer par l'Europe. Voilà, après, ça pose des questions de méthodologie enfin, pas de méthodologie, mais plutôt d'accès aux statistiques, mais ça, c'est un autre sujet. Eh bien, des travaux qui prennent une ampleur nationale et même internationale. Euh, petite parenthèse, parce que voilà, sur les réseaux sociaux, ça se passe comment pour vous, Lucille? Alors, je dois dire que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, parce que je sais que quand on aborde ces sujets, je vois ce que peuvent vivre certaines féministes, voilà, en étant harcelées, en étant insultées. Et donc, c'est vrai que avant que le livre sorte, je me suis quand même un petit peu inquiétée. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir un backlash? Enfin, à quel point ça va être l'enfer pour moi? Et en fait, je dois dire que ça s'est très bien passé. Que je pense que dans l'ensemble, mon livre, pour peu qu'on veuille essayer de le comprendre, fait consensus. Euh, les retombées sont quand même très positives, et je crois que je suis préservée, on va dire, peut-être des insultes ou de certains de ces comportements, parce que j'aborde la question sous un angle, encore une fois, économique, statistique, sourcé. Et je pense que ça me prémunit, voilà, ça me prémunit de ces réactions extrêmement négatives qui peuvent être parfois.
Voilà, pour moi, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Après, je sais qu'il y a eu quelques vidéos alors je les appelle des gourous masculinistes, voilà, qui surfent sur le mal-être des hommes, notamment parce que je pense que leur vie, voilà, ils se sentent questionnés dans leur virilité, et justement, ils surfent là-dessus, ces gourous, pour leur vendre des formations, des conférences, etc. Et donc, ils font des vidéos très régulièrement sur, par exemple, des essais féministes. Voilà, donc je sais qu'il a fait l'objet de quelques vidéos, mais bon, quand je suis rapidement allée voir le contenu, bon, j'ai des critiques sur ma voix, par exemple, le fait que j'ai une voix trop aiguë. Enfin, voilà. Donc, bon, voilà, ça ne m'atteint pas, en fait. Véritablement, ça ne m'atteint pas. Très bien, très bien. On va rappeler quand même que le livre se nomme Le coup de la virilité aux éditions Anne Carrière, et vous avez une actualité à nous partager. Oui, alors effectivement, donc le titre complet du livre, c'est Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et il sort le 8 mars en poche aux éditions du Livre de Poche. Voilà. Donc tout le monde pourra l'avoir sur lui, dans les Très bien, transports, dans son sac, voilà. très bien. Vous, aujourd'hui, vous êtes reconnu au travers de vos travaux et de ce livre. Euh, Parlez-moi un petit peu de votre quotidien aujourd'hui. Alors, c'est un quotidien dans lequel il n'y a pas de quotidien. Tous les jours sont extrêmement différents. Alors dans l'ensemble, on va dire que 2 ans après que la première, voilà, que le grand format soit sorti, je donne encore beaucoup de conférences. Je suis régulièrement demandée, voilà, pour parler de ce sujet. Là, le mois de mars arrive, donc j'entame ma tournée en France, comme je l'appelle. Ensuite, depuis quelques mois, je suis experte pour un cabinet indépendant qui s'appelle Psytel, qui est un cabinet qui avait notamment calculé les coûts des violences conjugales et des coûts de la prostitution en France. Donc voilà, je suis amenée à travailler pour eux sur des projets nationaux, internationaux, toujours sur les questions des violences. Également, maintenant, je fais partie de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes de la Fondation des femmes. Donc là, avec Lucille Quillet, qui est journaliste et autrice d'un livre qui est excellent, qui s'appelle Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Eh bien, toutes les deux, nous travaillons sur des sujets, voilà, où on pointe des mécanismes dans la société qui ne favorisent pas, ou qui plutôt favorisent la dépendance économique des femmes. Donc là, on a sorti un rapport récemment sur les questions de fiscalité et d'aide sociale. Voilà, et puis je travaille pour moi, pour mes projets, c'est-à-dire essayer enfin voilà, une adaptation européenne du coût de la virilité. Voilà, c'est à peu près ça mon quotidien, quoi. Et c'est déjà très bien, je crois. Bravo en tout cas. C'est vrai Oui, je ne que, m'ennuie pas, c'est voilà, c'est c'est ça, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. en tout cas, moi, ce que je peux percevoir sur les réseaux, c'est un retentissement positif de votre travail. Comme je vous le disais en introduction de cette interview, hier, j'ai interviewé Nicolas Froissart, qui est un des dirigeants du groupe SOS. Et durant cette interview, parce que lui aussi a cœur de faire évoluer, de transformer la société sur différents sujets, notamment l'égalité ou la parité homme-femme, eh bien en fait, dans cette interview qui est juste avant les vôtres, il vous a cité. Donc je suis ravie de cette synchronicité, et puis je le remercie aussi parce qu'il fait beaucoup de choses sur différents sujets. Donc un petit coucou à Nicolas Froissart depuis Balance ton héroïne. Oui, un petit coucou et un grand merci aussi, parce qu'effectivement, il fait partie des hommes qui s'engagent véritablement pour les femmes, pour les droits des femmes. Alors, ce sont effectivement des hommes qui sont des soutiens, et c'est extrêmement précieux. Voilà, quand on voit souvent des réactions de la part d'hommes qui sont très compliquées, très agressives.
Et puis ça fait partie, je pense, du travail que doivent faire les hommes, c'est-à-dire se demander est-ce que dans la façon dont ils sont éduqués, on parle de plus en plus des violences, qu'est-ce que tous les hommes ont à faire sur ce sujet? Voilà, et entre eux aussi. Par exemple, ne pas laisser passer les blagues sexistes, ce genre de choses. Voilà, donc la question du féminisme est bien évidemment une question d'hommes parce que la plupart des violences et des comportements. Eh bien, écoutez, oui, en effet, mais, là, hop, je couperai ça. Pardon. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va lire votre livre, le décortiquer et scruter les analyses et les statistiques et les données qu'il comporte. Merci en tout cas de m'avoir accordé cette interview. J'avais très envie de vous interviewer. J'avais relayé justement l'information de votre livre sur Instagram via la page Balance ton héroïne, je me souviens, et on avait pu peut-être échanger toutes les deux sur Instagram, mais en tout cas, là, voilà, vous avez posé des mots sur votre travail. On sait quelle est la genèse de ce travail, et puis on vous connaît mieux, Lucille, et ça, c'est bien de connaître la femme qu'il y a derrière ce livre, Le coup de la virilité. Bah, je vous remercie pour ce moment. Merci aussi pour ces questions. C'est vrai que parler de son travail, c'est aussi parler de soi. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous remercie. Et puis, longue vie donc à ce podcast Balance ton héroïne. Merci beaucoup, Lucille. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, si vous avez vibré, si vous l'avez trouvé inspirant, alors n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner au podcast Balance ton héroïne. Et puis à mettre 5 étoiles ou à le commenter. Ça compte pour moi. C'est la reconnaissance de mon travail et ça me donnera à coup sûr l'envie de me dépasser dans le contenu futur que je vais vous proposer. À tout de suite et merci.